on va créer de l'intelligence collective à travers le cercle. Le cercle, c'est important parce qu'on se voit tous, on est tous au même niveau et donc on a chacun des parcours différents, des éducations différentes, des idées différentes et là on va pouvoir les partager sans mettre ça en avant. Avoir conscience que cette parole, on ne va pas la dire à telle ou telle personne, mais on va s'adresser au groupe. Et donc on peut symboliser ça par « je donne ma parole au centre de ce cercle ». Les premières remarques que nous avons eues, c'est on vient demander mais on ne sait rien, on ne sait pas quoi offrir en échange parce qu'on ne sait rien faire. Puis petit à petit ça s'affine et les gens se lancent dans des savoirs qu'ils ont. Effectivement, on a tous au moins un savoir et si on mettait à disposition des autres. En tant que travailleur social, c'est aussi avoir un autre regard sur la personne qui vient nous voir. C'est-à-dire que cette personne elle est en demande, mais pas être donc dans un face-à-face face à cette demande, mais voir aussi ses capacités, ses compétences et voir ce qu'on peut faire avec elle. Moi, ma question, c'est pour faire en sorte que ça puisse fonctionner, et surtout sur du long terme, est-ce qu'il faut qu'il y ait une implication d'une institution, du politique ou pas? Ou est-ce que justement la clé de la réussite, c'est justement qu'il n'y ait pas cette implication? Nous, on voulait vraiment la parole des usagers. C'était important pour nous. C'est-à-dire qu'on a reçu ces personnes seules pour qu'elles puissent s'exprimer librement. Pendant les ateliers, on va juste travailler sur qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses. Quand on dit CCPA, c'est le Conseil consultatif des personnes accompagnées qui est au niveau national. Après, ça a été décliné au niveau régional. Donc il a été décidé de mettre en place une instance nationale permettant de recueillir et diffuser la parole de ces personnes, de permettre à chacun d'être citoyen. Donc, les participants ont choisi de restituer alors, aux institutionnels, donc aux décideurs et aux élus, le produit donc, de leur réflexion et les propositions sous forme de pièces de théâtre. Cette restitution était prévue en 2 temps, c'est-à-dire un temps de restitution des travaux qui avaient été faits, des propositions qui en émanaient. Par contre, il n'y avait pas une réponse immédiate et il y avait un autre retour qui était prévu pour que les élus et les institutions répondent et aient eu le temps de réfléchir aussi sur les réponses qu'ils faisaient, ce qui était possible et ce qui n'y était pas, et quel ordre ils pouvaient donner, et le pourquoi à chaque fois. La méthode de qualification, juste les derniers là, c'est quoi? On accueille des personnes qui ont des envies en fait complètement différentes. Par exemple, les personnes qui viennent participer à la MAP, c'est pour rechercher des produits. On ne fait pas de distinction dans les âges qui viennent. Oui, mais on va tomber sur des termes comme ça, qu'on va avoir l'expérimentation. Pour faire un peu de frein, je pense que Après, dans les motivations, c'est que ça pousse à la créativité de chacun. Et quels enjeux cela soulève-t-il? La passerelle, le pont entre le jeune et son environnement. Une manière d'investir les jeunes dans la revalorisation de leur quartier. Ce qui était important dans tout ce qui avait été dit, donc on l'a noté là, c'est de ne pas oublier pourquoi finalement on était obligé dans notre système de mettre en place des réseaux d'échange. C'est bien parce qu'on est dans une société donc défaillante, inégale, injuste, où l'individu n'a plus sa place, n'est plus valorisé. Le réseau, il fallait permettre aux personnes de valoriser les personnes et mettre en exergue leurs compétences, rééduquer les gens à échanger, à partager, sans passer par la notion d'argent. On a dit que c'était nécessaire de faire connaître et de faire vulgariser donc les expériences de chacun, comme une journée comme celle-là où vraiment on était heureux de se rencontrer, de voir que telle personne avait fait ça et que ça a marché pour telle raison et que là pour d'autres raisons ça n'a pas marché. On a parlé aussi de la posture vraiment du travailleur social qui doit lâcher son pouvoir d'expertise, c'est-à-dire moi je sais, moi je suis là et c'est moi qui t'emmène. Et non, dans un réseau d'échange, il y a toi, il y a moi, tu es un individu, tu es une richesse, moi je suis un individu, je suis une richesse. Et on s'était posé la question, est-ce qu'il fallait rester en réseau local, donc, ou vraiment le faire grandir et que ça soit vraiment à grande échelle. Donc on a vu que les réseaux, les petits réseaux qui sont vraiment au niveau de la localité, ils sont importants parce qu'ils vont correspondre aux spécificités de là où on est. Donc du coup, c'est-à-dire déjà de mettre en lien tous les réseaux pour qu'il y ait des moments où on se concerte, on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, se rencontrer tous. Donc il y avait sensibilisation, éducation
échange, valorisation, partage, don, confiance, intégration, autonomie et mutualisation. Donc les idées fortes de l'atelier, de notre atelier. Nous étions dans l'atelier numéro 2. Dans cet atelier, nous avons eu la chance d'avoir 2 témoignages. Le témoignage du comité des usagers de la maison départementale des personnes handicapées. Et nous avons eu aussi un second témoignage qui était un témoignage donc, du conseil consultatif régional des personnes accompagnées. C'est en fait l'échelon régional du conseil consultatif des personnes accompagnées qui existe au niveau national. Ces personnes ont expliqué comment ces groupes ont été constitués, comment ils ont fonctionné, comment ils ont pu prendre la parole. Et ensuite, nous avons posé des questions, nous avons réagi. Et donc plusieurs réflexions ont émergé et toutes ces réflexions, on a essayé de les organiser selon différentes thématiques. Les usagers ont une utilité dans les communautés pour accompagner les personnes qui portent la parole au niveau des instances politiques supérieures. Par exemple, certains membres des comités ont dit nous on pense avoir été utiles, déjà sinon on ne reviendrait pas. Voilà. Et puis on pense que notre parole a compté, sinon on ne nous aurait pas demandé de venir. Voilà, là il y a eu l'explication qu'il y avait un changement de posture quand on participe à ce genre de comité, à ce genre de groupe. On prend la parole, on se sent valorisé. Quelqu'un a dit que c'est tout un processus. Voilà. On avait noté la notion de co-responsabilité. Les personnes, quand elles parlaient, quand elles témoignaient, elles disaient plus eux, ils, donc eux, la MDPH ou eux, les décideurs, ça devenait nous, on. Et une personne a dit, moi je me sens impliquée maintenant parce que par rapport à par exemple à la MDPH, ils ont travaillé sur les courriers types qui sont envoyés aux bénéficiaires. Une des personnes disait, moi j'ai participé à l'élaboration de ce courrier. Ce courrier, je sais qu'il va être envoyé à tous les bénéficiaires du département. J'ai une part de responsabilité là-dedans puisque je l'ai co-construit. Et la deuxième chose aussi qui ressortait, c'était se mettre à la place d'eux. Mais c'était réciproque. On s'est demandé est-ce que la communication s'opère bien entre les usagers et les personnes décideurs. Ça c'est avéré que la communication parfois elle passe pas, selon le degré de compréhension des instances envers les usagers. Les personnes qui participent à ces comités, à ces groupes, disent qu'elles ont mieux compris le fonctionnement des dispositifs, de l'institution, le vote des budgets par exemple. Voilà. Et puis elles disent aussi qu'elles ont eu l'impression parfois d'être, je sais pas, je le dis comme ça, un peu privilégiées, puisqu'elles ont eu accès à des informations, étant dans ces groupes, que peut-être tout citoyen lambda ne connaît pas. La plupart des personnes sont très optimistes vis-à-vis à ces choses-là et sont beaucoup plus impliquées et s'impliqueront beaucoup plus à l'avenir. Très rapidement, pour vous situer un peu de quoi on parlait, la coformation issue de ATD Quart Monde. Le principe, c'est de mettre en relation des personnes professionnelles et puis des personnes participantes de l'association ATD Quart Monde qui sont devenus des formateurs en fait d'ATD Quart Monde. Donc des militants de ATD Quart Monde vont être formateurs des professionnels et vont leur amener des connaissances sur leur mode de vie, leurs difficultés, les choses qu'ils vivent bien. Enfin, en gros, permettre aux professionnels de ne pas s'arrêter aux représentations qu'ils ont des difficultés que peuvent avoir ces personnes-là. Et à l'inverse, les professionnels vont pouvoir amener aux militants leurs difficultés à eux de professionnels, les choses sur lesquelles ils peuvent intervenir et la manière dont ils peuvent le faire. Et la deuxième, c'était donc la qualification mutuelle qui consistait sous l'impulsion généralement d'une collectivité ou d'une institution ou d'une association, de confronter des gens qui ont des qualifications diverses. On pose une problématique avec une question très précise, très déterminée, très contrainte, avec des fonctionnements très précis, avec des règles très précises et très posées au départ, en vue de déterminer des objectifs, des solutions potentielles en fonction des connaissances des différents intervenants. Alors notre question était, quel intérêt retenez-vous de ces deux méthodes ? Des résultats au plus près des besoins. Ensuite, le fait de travailler ensemble et en commun.
Il y avait le changement de posture des gens et de construire la démocratie. La deuxième question, c'était quelles difficultés identifiez-vous pour l'application de ces deux méthodes? Si on se positionne en amont de la formation, la première chose, c'est d'arriver à trouver les personnes et de leur faire comprendre l'intérêt, à la fois chez les professionnels et chez les militants, d'un tel échange. La deuxième difficulté, c'était la prise de risque et la remise en cause. La prise de risque de prendre la parole devant les professionnels, la remise en cause des professionnels face à des gens qui vont leur faire remonter des choses qui ne sont pas forcément ce qu'ils attendaient, et l'inverse aussi. Et le troisième point, c'était la gestion de l'émotion, alors qui est prise en compte dans cette méthode-là et il y a un accompagnement par rapport à ça, mais c'est quand même un risque de se livrer en fait et de partager des choses qui peuvent être très personnelles, autant chez les militants que chez les professionnels. Et pour la méthode de qualification mutuelle, donc là plus sur un projet précis, alors le risque qui a été identifié, le risque de tomber dans l'injonction participative, la commande institutionnelle, la commande de la mairie, des choses comme ça. Le risque de ne pas pouvoir répondre aux résultats émergents. La troisième chose, c'était la sélection des représentants et des personnes choisies. Et donc du coup, en quoi est-ce qu'ils vont être représentatifs du reste de la population. Et un quatrième qui nous a paru moins problématique, peut-être, c'est de gérer le temps de parole, mais ça revient aux techniques de menée de réunion, aux techniques d'animation et à ce type de choses, comment gérer de manière équitable le temps de parole. Quel projet imagineriez-vous avec l'une des méthodes sur votre territoire? Donc, la difficulté qui a été, qu'on a constatée au moment de faire le point, c'est que sur les méthodes de la qualification mutuelle, justement, il avait tendance à ressortir sur cette question-là directement un résultat au lieu de générer une problématique auquel il fallait répondre. Donc là, on se retrouvait sur l'injonction participative, voilà, on a décidé ça, et vous y répondez. Donc là, il n'y avait plus trop de questions de réponse. Hein. Donc on est parti de deux exemples, deux présentations d'associations, donc Énergie Citoyenne que je représente, et l'autre association qui était Solidarité Jeunesse Roussillon, pour essayer d'identifier en fait les freins et les motivations en fait en termes de participation pour les jeunes. La carotte, voilà. Donc c'était, il fallait qu'on s'y retrouve aussi, qu'on ait quelque chose derrière, qu'on ne s'investisse pas dans le vide, qu'ils puissent y trouver un sentiment d'appartenance, que ce soit par rapport à un groupe, qu'ils se sentent écoutés. Il fallait que ce soit quelque chose de concret. Donc il y a aussi le manque de confiance en soi. Il y a aussi le phénomène d'obligation en fait. D'arriver en fait à ne pas obliger les gens, il faut que ça devienne quelque chose qui vienne d'eux. Et la légitimité, un jeune ne se sent pas toujours légitime à donner son avis parce que bon, il a un manque d'expérience et tout. On devait choisir en fait une image qui représentait selon nous en fait l'image de l'implication des jeunes dans la société. Ouais. On a en fait un enfant qui fait de la poterie avec l'aide d'un adulte, voilà, qui fait avec lui en fait. On a choisi celle-ci parmi toutes les autres parce que pour nous il y avait cette transmission du savoir intergénérationnel qui était importante, de valorisation de ce qui est acquis, que ça travaille aussi cette question de la créativité dont on a parlé tout à l'heure, que c'était aussi quelque chose de concret, d'utile, parce qu'après c'est quelque chose dont il va pouvoir se resservir. Après, il y a cette question du lien à la terre et après c'était aussi la question de faire avec, de partager l'entraide qu'il peut y avoir entre les deux personnes qui sont en activité et la confiance qu'ils ont pu mettre entre eux qui est un des enjeux de la participation pour les jeunes. Donc, ce qui a été expliqué, c'est que des fois des gens viennent dans les réseaux d'échange en disant j'ai envie de prendre des cours de ça, d'avoir tel savoir, mais moi je sais pas, j'ai rien à apprendre à personne, j'ai pas vraiment de savoir. Et donc vous avez expliqué dans le groupe, certains ont expliqué que développer cette idée que tout le monde a des savoirs à donner et tout le monde a des compétences à partager, c'était déjà un premier pas vers prendre pouvoir sur soi-même. Et donc c'est sur le versant peut-être individuel déjà de la prise de pouvoir, prise de confiance. On a parlé plusieurs fois de confiance, etc. Il y avait la question aussi de l'éducation, donc c'est dans plusieurs groupes que c'est venu. Et la question plutôt d'apprendre autrement, le partage, le don, etc. C'est revenu plusieurs fois. Et l'intergénérationnel aussi, c'est revenu dans le dernier groupe, là vous en avez parlé. Et puis les réseaux d'échange, c'est revenu aussi. Il y a la question finalement de... Vous ne l'avez pas redit là, ici,
pour ce groupe. Mais il y en a plusieurs qui ont dit, nous, réseau d'échange, on ne veut pas être une structure associative avec une hiérarchie, un chef, des conseils d'administration, des choses comme ça. Et donc, moi, je faisais le lien vraiment avec cette idée de vivre une démocratie directe, où en fait, c'est des espaces-temps, des groupes de personnes où on va faire l'expérience de la démocratie directe, dans le sens où chacun, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie, il y a une liberté de parole et d'action. Et en même temps, plusieurs disaient, c'est liberté, mais ça fonctionne, c'est-à-dire c'est pas l'anarchie non plus, ça se régule par plein de moyens. Donc voilà des liens que j'ai pu voir. Et puis il y a aussi beaucoup, dans plusieurs groupes, la question du relationnel. Du relationnel, de l'aller vers, du remettre de l'humain, certains ont dit. Donc toutes ces dimensions relationnelles qu'on a peut-être perdues parfois dans nos sociétés où on va vite et où on n'a pas le temps de se parler. Et donc cette diversité d'expériences, en fait, elle permet de comprendre que les actions, même les petites actions et les actions autonomes, etc., elles font aussi partie de tout ce mouvement de fond qui, à mon avis, on n'a pas fini de le vivre, on est au début de l'évolution de nos pratiques en démocratie et dans nos organisations. Donc la tension dont on n'a pas beaucoup parlé, mais une première tension, c'est quand on est dans des démarches participatives, comment on gère la tension entre émanciper les personnes, c'est-à-dire viser à ce que les personnes soient autonomes, se prennent en main, prennent du pouvoir, soient plus fortes, soient sûres d'elles, et en même temps éduquer. Parce qu'on est là, il y a souvent un cadre, il y a un animateur, il y a quelqu'un qui a une idée. Je pense à monsieur, par exemple, qui a conçu son système d'échange et puis qui en parle, qui explique tout ce qu'il a fait. Est-ce qu'il n'y a pas des fois des tensions qui sont compliquées entre ce que je mets en œuvre et ce que je diffuse et mon cadre et la nécessité de laisser l'autonomie et l'émancipation? Et là-dessus, il y a parfois des gros conflits éthiques ou des questions qu'on peut se poser. Il y a la question du risque de l'essoufflement. Là, on en a parlé, l'essoufflement, parfois des démarches s'arrêtent. Parfois on s'essouffle, il n'y a plus personne, voilà, et c'est lié à mon avis à deux choses que le groupe des jeunes ont très bien dit, et je trouve que c'était très important aussi ce groupe des jeunes parce qu'il faut repartir de tout ça. Ils ont dit deux choses qui me paraissent essentielles. L'histoire de la carotte, ça paraît bête, ça paraît la carotte, bon, mais c'est essentiel, c'est quel est l'intérêt de chacun à aller dans ces démarches. Il faut quand même que chacun ait un intérêt à y aller, un intérêt individuel, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, et qu'il y ait évidemment un intérêt collectif, parce que se sentir utile, ça ne veut pas dire se sentir utile pour soi. Vous avez été nombreux à dire l'important c'est d'être utile à quelque chose, d'être utile à la société, au groupe, au collectif, ou à une idée, ou à une cause. Mais quand même, bien souvent, on ne se pose pas assez la question de qu'est-ce que chacun va en tirer, qu'est-ce qu'il va pouvoir en retirer in fine, à la fin. Et bon, cette question, elle est essentielle, et ça peut être des échanges de savoir ou d'autres choses, ça peut être de l'indemnisation, ça peut être tout un tas de choses, mais en fait, il faut, à mon avis, y réfléchir. Et l'autre chose qu'ils ont dit d'intéressant, c'est que le groupe des jeunes a bien parlé de l'importance d'actions concrètes. Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez dit, oui, vous avez beaucoup dit, il faut que ça produise quelque chose, il faut qu'il y ait des actions concrètes. Et attention à ce que ça prenne pas trop de temps. Et ça fait penser il y a pas mal de sociologues qui ont travaillé sur l'évolution de l'engagement des gens dans nos sociétés. Autant il y a 30, 40 ans, il était possible, il était concevable et on se reconnaissait dans le fait de, par exemple, rentrer dans une association ou un parti politique ou un groupe d'habitants et imaginer rester pendant 30, 40 ans sur cette cause. Autant maintenant, les modes d'engagement, et notamment des jeunes, ils ont un peu évolué, alors on pourrait en discuter, mais il y a quand même une volonté forte de s'engager. Ça ne veut pas dire que les gens ne s'engagent plus, mais c'est des mutations de l'engagement. Et on s'engage sur des questions sur lesquelles on voit le bout de ses actes, des questions sur lesquelles on voit des actions concrètes. Et on accepte moins aussi de déléguer sa liberté, son pouvoir d'agir à d'autres. Donc on veut bien s'engager, mais sans perdre la main, quelque part sans perdre la face. Et donc il est moins évident d'imaginer des structures où voilà, on adhère et puis on laisse faire. Et voilà, il me semble que donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas imaginer que les jeunes ne veulent pas s'engager, parce qu'on entend souvent ça, mais sur des formes qui sont plus innovantes, peut-être plus temporaires, avec des actions concrètes, avec de la créativité, de l'imagination. Il y a plein de choses qui ont été dites et qu'il faut méditer.
Et puis une dernière tension peut-être qu'on a souvent dans les deux dernières tensions qu'on a souvent dans les démarches, c'est un risque d'enfermement, on n'en a pas beaucoup parlé, un risque d'enfermement dans le bocal, comme je dis moi des fois. Donc des fois on vit des expériences très fortes mais à peu nombreux. Et la tension, c'est comment est-ce qu'on communique et comment est-ce qu'on diffuse aux autres, aux proches, à la famille, aux voisins et tout ça, et aussi peut-être à la société. Donc comment est-ce qu'on diffuse l'expérience qu'on a de solidarité dans un réseau d'échange ou dans un groupe de jeunes, etc. Et cette question, elle est compliquée, c'est une vraie tension. Et comment est-ce qu'on communique? Est-ce qu'il faut diffuser, dupliquer les expériences partout? Est-ce qu'il faut se mettre en réseau? Ou est-ce que small is beautiful et il suffit juste de chacun faire un peu dans nos coins et ça ira? Et donc, là, c'est quand même une tension sur laquelle il faut réfléchir. Puis, une dernière, c'est peut-être, je ne l'ai pas trop entendu, et voilà, c'est un peu de provocation, mais parfois aussi dans ces démarches participatives, le risque est de tomber dans l'auto-gouvernement total. Alors donc, en fait, il n'y a plus besoin de services publics, il n'y a plus besoin d'institutions. Alors pourquoi pas? Enfin, ça peut être, on va dire, ça peut être l'extrême ou un début, ça peut être l'autogestion totale. Mais peut-être que il faut faire attention parce qu'il y a certains groupes, il y a certaines entreprises qui sont sur cette logique de dire c'est super la participation, débrouillez-vous tous là où vous êtes, il faut moins de services publics, il faut moins d'impôts, il faut moins de tout ce que vous voulez. Et puis, alors ce que j'ai trouvé absolument très impressionnant dans cette journée, c'est donc le fait que vous venez d'horizons très différents, des expériences très différentes, c'est très riche. Et puis aussi la multiplicité des méthodes que vous avez eu à voir. Donc entre le World Café ce matin, dans les groupes je suis passée, donc il y avait cette méthode du cercle avec le bâton, la clé au milieu. Il y avait après une méthode avec des travail en petits groupes, post-it, des comptes rendus, des personnes qui font des porte-paroles. Il y a des techniques de reformulation qui ont été mises en place, qui sont intéressantes. Il y a la rotation, on en a déjà parlé, mais voilà, le photolangage. Donc, en fait, vous avez expérimenté déjà plein de choses. Et puis, ce que j'ai ressenti, moi, mais je connais pas, je débarque vraiment, mais j'ai eu l'impression que soit vous aviez déjà beaucoup tous réfléchi à ces questions ou vécu déjà beaucoup de choses, soit c'est magique, mais en tout cas, je vous ai trouvé en circulant dans les ateliers extrêmement productif et très sensible et vraiment en ayant envie d'apprendre et d'évoluer et en même temps de défendre des valeurs et des idées. Et ça m'a assez impressionnée, donc voilà, bravo, félicitations aux organisateurs, à vous tous. Et puis, je crois que je vais m'arrêter là quand même. Merci beaucoup. C'est que ce réseau, comme je vous le disais ce matin, j'espère que maintenant vous voyez un peu mieux à quoi il peut peut-être être utile sur le département. Peut-être que vous voyez aussi un peu mieux comment vous pouvez vous y raccrocher. En tout cas, si vous souhaitez partager les expériences que vous avez, être appuyé sur des démarches où il y a cette dimension participative, etc., n'hésitez pas à prendre contact. Quelques objectifs du réseau qu'on crée depuis quelques mois, c'est d'être une base documentaire, déjà que chacun puisse venir piocher des textes ou des livres intéressants. Et c'est aussi de pouvoir être un lieu accessible à tout le monde, à ceux qui ont une expérience de terrain sur la participation, un essai, des tentatives, des réflexions. L'idée, c'est aussi d'élargir ce réseau, d'enrichir les échanges en y associant des personnes diverses intéressées par ces démarches participatives, où qu'elles soient dans la démarche, qu'elles soient animatrices, qu'elles y participent d'une place ou d'une autre. Donc il me reste à vous remercier vivement et sincèrement pour votre participation au long de cette journée.